L'Instant Mag de Magali Barthès. Rien, ni les manifestations de militants pro-palestiniens à Nice, ni les tags découverts sur la façade de l'immeuble situé en face de la grande synagogue de Marseille, mentionnant Free Gaza et BHL tue Pera pour le génocide, n'ont entamé la volonté de Bernard-Henri Lévy de répondre à ses engagements le 3 avril dernier. Le philosophe était l'invité du Fonds social juif unifié pour y donner une conférence à la grande synagogue, conférence portant sur son livre « Solitude d'Israël », paru en mars chez Grasset. L'idée de se rendre auprès du peuple israélien lui est venue comme un réflexe. Dès le 7 octobre au matin, mon premier réflexe lorsque j'ai entendu les nouvelles, mon premier réflexe a été d'y aller. Comme je l'ai fait en 2009, comme je l'ai fait en 2006, guerre du Liban, en 91, la guerre des Scuds, comme je l'ai fait en 67, j'avais 19 ans, la guerre des 6 jours, mon premier réflexe a été de témoigner ma solidarité avec Israël. Et j'ai pris le premier avion possible, le 8. Dès mon arrivée, je suis allé à Sderot d'abord, où il y avait encore des combats. Et puis, je suis allé très vite sur les lieux de la rave party et dans les kibboutz martyrs. Et là, j'ai rencontré des rescapés, des témoins de la chasse à l'homme et de la chasse aux femmes qui venaient de se produire. J'ai rencontré des héros, des hommes et des femmes qui, aussitôt la nouvelle sue, sont allés chercher à leur ancienne caserne une arme et sont allés affronter les djihadistes qui, à l'époque, pensaient qu'ils allaient envahir Israël. J'ai passé du temps avec des familles d'otages. On a prié ensemble. Dans un cas, j'ai vu une famille désespérée qui a appris que le coup de téléphone ne viendrait jamais. Et c'est à cet instant que j'ai décidé d'écrire ce livre. C'est le serment que j'ai fait à ces femmes et ces hommes. Et Bernard-Henri Lévy explique très bien à quel point le 7 octobre est une date charnière. Il y aura clairement un avant et un après, le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle, comme l'avait rappelé le président de la République. En Israël, il y a eu un sentiment de viol collectif, un sentiment de vulnérabilité totalement inattendu. Il y a eu le sentiment que le lieu qui était fait pour que plus jamais ça ne survienne, c'est Israël qui en était la garantie. Et c'est dans le sanctuaire que le plus effroyable s'est produit. Et ça, c'est un choc terrible. Puis il y a eu un deuxième choc, fait qu'il y a un avant, un après. Israël, qui est censé les protéger et qui les protège, cet Israël devenait faible. Et c'était à nous, les protégés d'Israël, qu'incombait le rôle de devenir un peu ses protecteurs. Et j'ai décidé, la petite popularité qui est la mienne, pas seulement chez mes coreligionnaires, j'ai décidé de la mobiliser pour défendre Israël. Alors, si pour la communauté juive et les amis d'Israël, ce livre, tout comme le soutien à Israël, fait sens, cette guerre que ce dernier mène contre le terrorisme, il est bien seul à la mener. Il a bien des embûches en travers de sa route. J'ai documenté dans le livre une séquence ahurissante où l'on a vu depuis les plus hautes autorités des Nations Unies, en passant jusqu'à la Croix-Rouge, en passant par des représentants de la nation en France ou en Angleterre, en passant par des étudiants de Sciences Po ou de Normal Sup, mon école, ou par les plus grands campus américains, qui ont fait fonctionner, mais à plein régime, la gomme à effacer l'immondice humaine. Et alors, pas 3 mois après, pas 3 semaines après, le lendemain. Et ça a continué avec les organisations féministes, un très grand nombre d'organisations féministes, qui, quand elles avaient sous les yeux l'évidence de ces viols de masse, de ces viols systématiques qui ont été commis le 7 octobre, de ces femmes qu'un homme violait pendant qu'un autre les exécutait, de cette femme qu'un homme violait pendant qu'un autre lui déchirait au cutter les seins. Et pour ceux qui en doutent encore, Bernard-Henri Lévy rappelle que face à Israël, qui a pour socle des valeurs humanistes, se dresse une redoutable menace bien plus grande que les autres menaces auxquelles a été confronté et est confronté le monde, le Hamas, bien entendu. Le Hamas, c'est pas, comme on nous le présente dans les médias, c'est pas une petite confrérie, une petite section locale des frères musulmans. En vérité, il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle « L'Empire Hamas », empire comme impérialisme. Parce qu'en vérité, le Hamas, c'est la pointe avancée d'une grande armée, c'est le centre d'une constellation dont les astres sont l'Iran
dont le Hamas est la marionnette. Les pays arabes ou arabo-musulmans nostalgiques du califat et partisans de l'islamisme radical ou le finançant. Le Qatar, qui de la main droite joue le bon garçon, prétendant négocier la libération des otages et qui, de la main gauche, depuis des années et peut-être encore aujourd'hui, finance le Hamas et, aujourd'hui à coup sûr, reçoit, honore, traite avec une extraordinaire hospitalité les chefs politiques du Hamas. La folie du monde. Quand il s'est agi de mettre hors d'état de nuire Al-Qaïda parce qu'il avait commis le 11 septembre et le meurtre de Daniel Pearl, il y avait une coalition internationale au secours des États-Unis. Il y avait des journaux, journal Le Monde, dont vous connaissez aujourd'hui la tonalité anti-israélienne, parfois déontologiquement scandaleuse. Le journal Le Monde, à l'époque, titrait « Nous sommes tous américains ». Lorsque la France a décidé que le Bataclan, Charlie Hebdo, Hyper Cacher ne pouvait pas rester impuni et qu'il fallait aller chercher les djihadistes de l'État islamique à Mossoul, il y avait la France, il y avait les États-Unis, il y avait les pays, des pays arabes modérés. Arrive la troisième étape. C'est l'étape dont les enjeux géopolitiques sont les plus colossaux, où les soutiens de l'islamisme radical, les soutiens étatiques, ne se cachent plus. Ils y vont à visage découvert. Dans le monde, cet aveuglement a une traduction dramatique, la recrudescence des actes antisémites dans de nombreux pays, et à ce sujet, le philosophe nous livre son analyse. L'antisémitisme, ça leur fait du bien. Ça fait du bien, en général, depuis toujours. Jean-Paul Sartre a très bien démontré ça dans ses réflexions pour la question juive. La foule, ça fait toujours du bien, mais la foule pogromiste, c'est probablement la foule la plus enflammée, celle où on se sent le plus ensemble, celle où la commission d'un crime en commun et de ce crime-là en particulier fait que on se sent fondu dans ce que Sartre appelait un groupe en fusion. Mais il y a autre chose. Il y a des événements qui se passent et puis on montre des images, on nous abreuve de commentaires qui nous disent que ce que l'on voit à Gaza, ça c'est le patron de la commission des droits de l'homme, que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza dépasse en inhumanité ce que les hommes ont pu faire de pire à l'homme. On nous dit qu'Israël est en train de commettre un génocide. Alors les gens se disent, si vraiment Israël est coupable de ça, alors au fond, on est peut-être nous moins coupables de ce que nos pères ou nos grands-pères ont fait ou laissé faire. Il n'y a pas d'autre manière efficace d'être antisémite aujourd'hui que d'être antisioniste. Un antisémite, c'est pas la peine qu'il s'amuse à dire que les juifs ont un nez comme ci ou des oreilles comme ça marche plus. C'est pas la peine qu'ils viennent dire que les juifs ont crucifié le Christ, ça marche plus non plus. En plus, cet argument a été disqualifié par le nazisme. Lire le livre « Solitude d'Israël », c'est aussi parvenir à déceler les incohérences de l'image véhiculée sur le pays. Elle a deux caractéristiques, cette guerre à Gaza. La première, c'est que les combattants sont dans des tunnels inexpugnables et les obus les plus perfectionnés au monde ne peuvent pas les perforer, alors que les citoyens sont au-dessus de la terre. Quand il s'avise d'écouter les avertissements israéliens qui les adjurent de s'en aller, les gens dans les tunnels les découragent. Deuxième caractéristique, c'est qu'en général, un des objectifs de tous les belligérants, c'est de faire en sorte d'avoir dans ses rangs le moins de victimes possible. Dans le cadre de la guerre de Gaza, vous avez un belligérant qui est le Hamas, dont la stratégie est basée sur l'idée d'avoir le plus de victimes civiles possible. Face à un adversaire comme celui-là, vous pouvez être l'armée la plus éthique du monde. Vous pouvez avoir dans chaque unité, dans chaque bataillon, des avocats, des juristes qui, en temps réel, vérifient à chaque instant la légitimité ou la légalité internationale d'une frappe. Évidemment qu'il y a des victimes. Beaucoup. Certainement pas, d'ailleurs, le chiffre qui est annoncé tous les jours et de plus en plus sans la précaution de dire que c'est les chiffres du Hamas. Certainement pas. Ces chiffres-là, je sais qu'ils sont faux. La grande synagogue a fait salle comble pour cette conférence. Pour Irène Maloza, dont le mari, bien connu de la communauté, était secrétaire général de la fondation d'Hadassah, il était essentiel de soutenir Israël. Alors déjà à titre personnel, par rapport aux engagements de mon mari que je continue à suivre, et parce que par rapport à ce qui se passe, on doit lutter et soutenir Israël et la communauté juive en France.
Ce soutien envers Israël est également perceptible dans les mots de Jean-Michel. Je trouve que c'est une très belle conférence qui fait entendre également une voix différente de celle également des médias et ça redonne un peu espoir, donc en espérant que la lumière de la conférence pourra éclairer les cœurs et les consciences qui sont assez sombres également dans la plupart des médias. Le philosophe a terminé sa conférence par ces mots : « Je crois que le sionisme est profondément vivant, le rêve des pères fondateurs n'est pas mort, et comme l'a mentionné Elsa Charbit, déléguée du FSJU de Marseille, les fonds recueillis à l'occasion de cette conférence bénéficieront aux populations déplacées et en situation de fragilité en Israël. Et si vous souhaitez soutenir les actions du FSJU, n'hésitez pas à consulter le site fsju.org/Provence-Alpes-Côte d'Azur.